Salam alaikum Azul, bonsoir. Un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères nous apprend que l'Algérie a initié et organisé un atelier international dont le thème central est le rôle de la démocratie dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ce sont là les propres termes du communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le rôle de la démocratie dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Et là, je m'arrête un peu pour essayer de comprendre, ou plutôt pour poser des questions, en espérant que des représentants de ce régime voudront bien y répondre, ce qui m'étonnerait beaucoup. Comment ? C'est le régime algérien qui organise une telle rencontre ? Comment prévenir le terrorisme et lutter contre lui par la démocratie ? Vous avez entendu ? Vous y comprenez quelque chose ? Voyons voir. Voici un régime qui a capté la souveraineté du peuple algérien tout entier avant même que celui-ci n'accède à l'indépendance. Avant même qu'il n'accède à l'indépendance. Ce régime lui a capté sa souveraineté. Une indépendance avortée avant même que de naître. On est d'accord? Là, je crois que personne ne pourra me contredire. Le régime, le même depuis 1962, que l'on ne s'y trompe pas. C'est le même malgré les quelques retouches cosmétiques, a bien privé le peuple algérien des fruits de son indépendance, chèrement acquise au prix du sang. On est d'accord? Et pour cela, il a utilisé tous les moyens, la ruse, la force, le flicage, la corruption de masse, la cooptation sociale, la captation de tous les pouvoirs entre les mains d'une même clique qui a fini par devenir une seule et grande famille, dans le sens consanguin du terme, puisque ces enfants, les enfants du régime, ne se marient qu'entre eux depuis 1962. Et ils ont des seules ressources naturelles du pays. Ce régime, qui ne tarda pas à se transformer en redoutable mafiocratie, on est d'accord, a fini par corrompre un peu tout le monde, y compris de larges catégories sociales, qui sont devenues ses alliés naturels, et son rempart contre le reste de la société. Et ceux qu'il n'a pas pu corrompre, il les a neutralisés, d'une façon ou d'une autre, ou il les a exilés, où il les a réduits au silence, où il les a emprisonnés, où il les a tués. Voici un régime qui, pour se donner bonne figure, met en place des institutions de façade. Un parlement de façade, un conseil constitutionnel de façade, un sénat de façade, et tutti quanti. Des coquilles creuses, ou plutôt des enclos, remplis de boustifailleurs spécialistes de la claque, qui ne représentent personne et qui ne sont là que pour donner le change, en costume, en complet veston. Là aussi, personne ne pourra me contredire, n'est-ce pas? Puisque tout le monde sait à quoi servent ces zama-zama institutions démocratiques. Zama-zama. Voici un régime qui, sûr de lui, de ses manipulations, de ses relais, de ses services de sécurité, de ses relais sociaux, de ses partis politiques bidons, de ses organisations de masse, comme il dit lui, de l'armée qu'il contrôle, comme le reste par ailleurs. Voici donc qu'à un certain tournant conjoncturel, ce régime a voulu pousser à une plus grande sophistication de ses façades institutionnelles, en instaurant une sorte de multipartisme à la noix, une liberté de la presse en trompe-l'œil et une libéralisation économique qui a permis d'arroser un nombre impressionnant de gens venus de tous les milieux et qui du jour au lendemain sont devenus richissimes, sans rien produire, sans créer de richesse, sans être d'une quelconque utilité,
si ce n'est de renforcer la mainmise du régime sur le destin du pays. Et donc, ce même régime, tout aussi violent, tout aussi manipulateur, tout aussi corrupteur, pour montrer qu'il était devenu démocratique, pour de vrai, par la grâce de Sidi Bou Tambal, a organisé en 1991 des élections législatives où il a permis à son plus redoutable adversaire, le fils, de solliciter la volonté populaire. Zama zama. Le régime est allé après avoir soigneusement balisé le parcours, notamment par un découpage électoral scélérat qui, en toute logique, aurait dû rendre impossible la victoire du dit fils. Mais l'impossible se réalisa et le fils fut élu, en partie par ceux qui avaient été convaincus par son discours ou par son projet de société, et en partie par des Algériens qui voulurent élire le fils juste pour se débarrasser du régime qui avait vampirisé le pays. Parce que certains Algériens ont pensé que personne ne pouvait être pire que ce régime. Et que fait ce régime? Il pousse son propre président à la démission, pourtant un général pourtant. Parce que celui-ci voulait cohabiter avec les élus du peuple. Et il décide, ce régime décide de ne pas reconnaître la volonté populaire en interrompant le processus électoral, en empêchant le deuxième tour de se tenir. Et il vient aujourd'hui nous parler de la démocratie comme un rempart contre le terrorisme. Il savait, en commettant ce putsch contre le peuple, qu'il allait provoquer une hécatombe. Mais il traita ce péril par-dessus la jambe. Sa seule réponse peut être résumée dans la déclaration d'un général putschiste, aujourd'hui disparu, le général Smaïl. Je le cite. « Le fils a été élu par 3 millions d'électeurs. Et alors, il ne passera pas. Même s'il faudra tuer les 3 millions qui l'ont élu, on les tuera. » Fin de citation. Et c'est ce régime qui nous parle aujourd'hui de la démocratie comme moyen de lutte contre le terrorisme. Et donc, ce qui devait arriver, arriva. Non seulement ce régime provoqua l'hécatombe, mais lorsqu'il fut menacé par l'insurrection islamiste, il créa lui-même une dynamique terroriste qu'il contrôlait quasi totalement et infiltra les groupes islamistes armés qu'il n'avait pas pu créer lui-même pour les retourner contre les populations civiles. Là aussi, on est d'accord. La question de qui tue qui a été élucidée depuis longtemps, puisque personne n'ignore aujourd'hui comment ce régime a orchestré la violence terroriste. C'est lui qui a orchestré la violence terroriste, dans ses moindres petits détails. Et il ne fait pas de doute qu'il a été largement aidé en cela par des islamistes, de vrais islamistes armés, qui aujourd'hui roulent carrosse, des milliardaires qui ont pignon sur rue et qui font partie du sérail désormais. Mais il n'y a pas que cela. Ce régime a mis en place un système de terreur d'une immense portée, dont les crimes sont proprement indicibles. Arrestations arbitraires, internements, enlèvements, séquestrations, tortures, viols, exécutions sommaires, carnage de masse, et jusqu'à des assassinats ciblés d'intellectuels, d'artistes et d'occidentaux pour retourner les opinions publiques internationales et faire passer les généraux putschistes et criminels contre l'humanité pour des remparts contre le terrorisme. Et c'est ce régime qui organise des ateliers pour prôner la démocratie. Oui, c'est ce même régime qui organise un atelier pour lutter contre le terrorisme par les vertus de la démocratie. Et il le dit sans sourciller. Mais le régime n'est pas seul à mettre en cause. Il ne faut pas oublier que les grandes puissances de ce monde, qui connaissent ce régime comme personne, pour l'avoir aidé, pour l'avoir assisté, pour avoir elle-même couvert ses crimes, pour l'avoir fait passer pour un grand expert dans la lutte contre un terrorisme qu'il avait lui-même créé, eh bien, ces puissances ont envoyé des représentants à cet atelier, dont
le secrétaire d'État adjoint américain pour la démocratie, les droits de l'homme et le travail himself. C'est dire. Il faut dire aussi qu'il y avait du beau monde dans l'aréopage. Les représentants des 30 membres du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, des représentants des pays du Sahel, des représentants des membres du Conseil de sécurité de l'ONU et des représentants de plusieurs instances régionales et internationales chargées de la lutte contre le terrorisme. Et c'est passé comme une lettre à la poste, même si l'immense majorité des Algériens n'en ont même pas entendu parler de cet étrange atelier international. Pour le régime, c'est mission accomplie. Il a pu, du haut de tribunes internationales, se faire passer pour une grande démocratie, pour une puissance antiterroriste. Et surtout, se faire passer pour l'archétype même, l'exemple idéal de l'admirable état de droit qui a su lutter contre le terrorisme, puis le prévenir. Par quoi? Par la démocratie, par ses institutions, par ses grands idéaux. Et aujourd'hui, Al-Watan. Radicalisation et lutte contre le terrorisme. La démocratie, rempart contre l'extrémisme. Par Zine Sharfaoui. Liberté. La sécurité et les droits de l'homme au menu d'un atelier international à Alger. Terrorisme, la démocratie, le meilleur rempart. Par Yes Nasser. APS. Atelier international sur la lutte contre le terrorisme. Consécration de l'expérience algérienne en la matière. avec nous aujourd'hui pour en parler, Yahya Bonouar, journaliste Marseille. Sami Dziri, documentaliste Paris. Et Zoher Ruiz, secrétaire national de Gilles Jadid à Paris. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation, c'est toujours un plaisir. Merci Yahya. Alors Yahya, cet atelier international qui donc prône la démocratie comme principal moyen de lutte contre le terrorisme, de lutte et de prévention. Donc ça se passe en Algérie qui a initié cette fameuse initiative, rejointe par des puissances, par des représentants de toutes sortes qui luttent contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Yahya Bonouar? Je vais commencer par où vous avez fini et je ne suis pas d'accord avec les dernières phrases quand vous dites que le régime a réussi à se faire passer pour. Bien évidemment qu'il n'a pas réussi. Ni auprès des Algériens, ça vous l'avez dit, qui savent très bien que c'est du blabla, ni auprès des Occidentaux qui font semblant et qui vont venir à Alger, chacun pour ses intérêts, pour glaner quelques informations à droite et à gauche. Mais personne, ni à l'intérieur et encore moins à l'extérieur, ne pense que l'Algérie est une démocratie, ni et encore moins un exemple dans la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne la démocratie... culpa, Yahya, mea culpa, je reconnais. Voilà, en ce qui c'était pas une critique, c'était juste... non, mais c'est vrai, c'est vrai, il n'a trompé personne en fait. Les opinions publiques internationales s'en fichent. Leurs gouvernements, leurs États savent très bien la vraie nature du régime. Donc finalement, il n'a trompé personne. Tout le monde savait. Voilà, tout le monde sait, tout le monde fait semblant, ils aiment bien venir et ils vont même dire dans des déclarations grandiloquentes l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme est une expérience d'efficacité alors qu'ils le savent très bien que c'est faux. Avant d'en revenir à la démocratie, on va commencer par la lutte contre le terrorisme. Comment l'Algérie a lutté contre le terrorisme entre guillemets, puisqu'une partie du terrorisme, c'est le régime lui-même qui l'a créé, elle a lutté par 20 000 disparus, 250 000 morts, de la torture massive. D'ailleurs, la plupart des 20 000 disparus sont morts sous la torture. On sait très bien que quand on torture à une échelle industrielle, statistiquement,
il y a X% de personnes qui ne supportent pas et qui succombent. Donc si on a sur les 20 000 disparus, allez, 10 000, la moitié qui sont morts sous la torture, ça vous donne à peu près le nombre de personnes torturées dans ce pays, toute une génération. Je vous laisse. Lutte contre le terrorisme en Algérie, c'est quoi? Ça s'est terminé par une négociation, arrangement entre des services secrets et des groupes armés, et le chef de ces groupes armés, Madani Mzred pour le citer, parade devant les télévisions. Vous avez cité les anciens émirs qui sont aujourd'hui milliardaires en Algérie et qui vendent des vêtements et qui sont installés. C'est ça la lutte efficace contre le terrorisme. La torture massive, négociation avec des assassins. Donc assassin avec assassin. La lutte contre le terrorisme, c'est une génération de personnes terrorisées. Aujourd'hui, la génération qui a vécu les années 90, notamment tous ceux qui ont été, qui sont passés sous la torture, c'est une génération terrorisée, et ça explique aussi en partie pourquoi la société civile n'arrive pas à bouger. Parce qu'ils savent, ils ont bougé une fois, ils ont vu ce que ce pouvoir était capable de faire, et plus personne n'ose bouger, parce que si on bouge, si on veut reprendre notre souveraineté, ils vont nous refaire ce qu'ils nous ont fait dans les années 90, assassinat, 250 000 morts, torture, etc., etc. Donc, cette histoire de l'expérience algérienne, je rajoute un dernier exemple, l'expérience algérienne en lutte contre le terrorisme. Le chef du GIA, qui est devenu Al-Qaïda, Droudkel, a été annoncé 10 fois mort, puis ressuscité. Belmokhtar a été annoncé 10, 15 fois mort, puis ressuscité, et il sème la terreur maintenant dans le Sahel, après l'avoir semé en Algérie, et dans le sud de l'Algérie. Et les deux émirs, Yahya Bonouar, les deux émirs qui sont recherchés par la justice, qui ont même été condamnés par contumace, et qui se trouvent jusqu'à aujourd'hui sous la bonne garde de ce qui est devenu le DSS et qui était le DRS. On sait même où ils se trouvent. Ils sont à Ben Aknoun, dans un hôtel très luxueux à l'intérieur de la caserne, avec même leur famille, voilà. entre autres. Et qui refusent, et que le régime très efficace dans la lutte contre le terrorisme refuse de les remettre à la justice. Parce qu'ils ont trop de secrets. Ils savent trop de secrets, ils ne veulent pas qu'ils aillent trop loin. Qui restent sous contrôle, déjà s'ils n'ont pas été assassinés, liquidés. Mais sinon, Yahya Bonouar, j'aimerais vous citer une phrase de M. Msahel qui a un portefeuille long comme un jour de Ramadan. Msahel, ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe. Voilà ce qu'il dit, entre autres. Cette fois-ci, du haut de la tribune de fameux ateliers. La démocratie, l'état de droit, le pluralisme politique et les libertés individuelles et collectives, la tolérance, le dialogue, le respect de l'autre et la coexistence dans la diversité sont des valeurs qui unissent nos peuples et nos pays et contribuent à asseoir la paix et la stabilité et à réaliser le progrès des sociétés et le bien-être des individus. Mais c'est quoi ça? Moi, j'arrive même pas à dire ce que c'est. C'est absolument effarant, mais ce n'est pas nouveau. Ils disent, ils peuvent même vous citer tout ce que vous voulez, ils s'en foutent complètement. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent et évidemment faire à côté ce qu'ils veulent. Ce monsieur Msahel, pour la démocratie, pour lui, c'est un mot. Il ne sait pas ce que c'est et il ne veut pas le savoir. Mais Sahel et d'autres, ceux qui dirigent aujourd'hui notre pays, de Bouteflika jusqu'à presque tout le monde, y compris certains dans l'opposition, vous disent le peuple algérien n'est pas prêt pour la démocratie. On ne peut pas le laisser choisir. Ils ne sont pas prêts. Évidemment, ils ne sont pas prêts puisque ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous les abrutissez. La seule fois où vous leur avez donné la liberté de choisir, évidemment, ils ont mal choisi. Pour moi, ils ont choisi le fils. Ils ont mal choisi. Mais il fallait les laisser. C'est la première fois. La deuxième, la troisième, ils choisiront bien. Mais ils ne laisseront pas le peuple choisir. La démocratie qui prévient le terrorisme. Le fondement, premier fondement d'une démocratie, c'est l'indépendance de la justice. Tout le monde le sait. Un citoyen croira
respectera son État quand il saura que la justice est indépendante et qu'elle le jugera de manière équitable. Or, la justice en Algérie est l'institution, peut-être après l'armée, la plus pourrie dans notre pays. On a aujourd'hui en Algérie, je le dis clairement, des magistrats, des juges qui envoient en prison des gens ou libèrent des gens, non pas en regardant la loi, les codes, ce qu'il y a à faire, mais en attendant un coup de téléphone. On est dans l'arbitraire total. On jette des gens en prison, on libère des assassins parce qu'on a un coup de téléphone. Et c'est devenu tellement mécanique que même lorsqu'ils n'ont pas le coup de téléphone, et que donc il faut qu'ils regardent un peu, ils sortent les livres, les codes, le code pénal, et pour juger les gens, eh bien c'est eux qui appellent, qu'est-ce que je fais? Et on leur dit, eh bien celui-là il va en prison, et celui-là il sort. Voilà l'appareil. Voilà la démocratie avec laquelle ils vont lutter contre le terrorisme. Restez avec nous, Yahya. Je reviens à vous dans un moment et nous recevons à présent Sami Dziri. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sami. Merci Jamaldine et je salue vos invités ainsi que les téléspectateurs d'Al Magharibi. Merci. Alors, Sami Dziri, vous qui êtes un peu au fait de la chose stratégique, dites-moi, et les Américains dans ce micmac, qu'est-ce qu'ils font dans cette histoire? Il faut d'abord, Jamaldine, tout d'abord, il est légitime de se poser la question, pourquoi de telles initiatives? Pourquoi maintenant? Et pourquoi l'Algérie? Je dois juste porter à la connaissance des téléspectateurs de Magharibia qu'une conférence similaire s'est tenue en France le 30 août, passée au titre analogique à celle de la conférence d'Alger, qui est sous le titre de lutte contre le terrorisme, quelle arme diplomatique? Donc avec la présence des diplomates qui sont dans des pays liés à... Les Américains, il faut savoir, Jamaldine, que les Américains, ils ont toujours utilisé les droits de l'homme, la démocratie, comme un vecteur essentiel à leur diplomatie. Il suffit juste de compter le nombre des ONG financées par les officines sécuritaires américaines pour se rendre compte comment ils déploient un réseau, un maillage de diplomatique avec le vecteur droits de l'homme, démocratie. La façade, je dirais plutôt. La façade démocratique et droits de l'homme. Oui. Donc, cependant, il y a chez les anglo-saxons, américains comme anglais, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme, qui toujours l'emporte sur les principes marchands. Maintenant, pourquoi maintenant? Il y a la Rand Corporation, c'est une officine américaine très très au fait de la géostratégie dans le monde arabe, qui a été dirigé par Graham Fuller, qui était l'adjoint sécurité de la CIA pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il dit qu'il y a deux leaders qui émergent dans le monde musulman et qui deviennent une référence. C'est Poutine et Erdogan. Pourquoi l'Algérie? L'Algérie parce que les Américains, ils veulent faire de l'Algérie un partenaire sécuritaire sur le flanc sud de la Méditerranée. Il suffit juste de voir combien, depuis 5-6 ans, combien de manœuvres navales ont été faites entre l'armée, la marine algérienne et la marine américaine. Et vous allez le savoir après. Et vous avez aussi, il laisse à l'Algérie aussi un rôle à jouer dans le Sahel et surtout l'année prochaine, si c'est possible qu'il y ait une intervention en Libye, où l'Algérie peut sécuriser le flanc ouest de la Libye pour instaurer un régime qui échappe à tout contrôle. Pourquoi? Parce que les études américaines, des experts américains disent ils appellent ça l'uncontrolled storm, ça veut dire la tempête incontrôlée. Ils savent que dans le monde arabe, il y a une jeunesse qui est totalement exclue et totalement marginalisée, qui se jette dans la violence sciemment pour des régimes qui n'ont de souci que de se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, le sous-secrétaire d'État américain, il l'a dit à Alger, Tom Malinowski, il dit que les jeunes qui se jettent dans la violence ne le font pas par conviction religieuse ou économique, mais par leur marginalisation. L'initiative à Alger, c'est un message américain qui veut demander au régime arabe, et notamment le régime algérien, de déverrouiller l'espace politique et laisser les dynamiques se faire sous un nouveau format, un nouveau kit, qui est
la démocratie. C'est une équation qu'on appelle, eux ils appellent ça équation de soft power, c'est-à-dire une démocratie, une politique pondérée entre droits de l'homme et démocratie, et bien sûr une politique sécuritaire justifiée pour les circonstances, mais totalement maîtrisée. Et vous pensez que une nouvelle génération, parce que ce sont des régimes finissants. Ce sont des régimes qui sont en fin de cycle et qui doivent ouvrir l'espace politique. Mais vous pensez, Sam Edzeli, vous pensez qu'un tel régime peut aller vers une ouverture réellement démocratique, même poussée par les Américains? Parce qu'il n'a pas le choix, il n'a pas le rapport de force. Les Américains ont des soucis. Même en Égypte, ils disent qu'ils peuvent émerger dans l'armée égyptienne un Poutine égyptien. Oui, mais en Égypte, Sam Edzeli, en Égypte, les Américains ont en effet fait des pressions pour qu'il y ait des ouvertures démocratiques. Mais dès qu'ils ont vu que ça n'allait pas dans leur sens, ils ont fait des pressions pour interrompre le processus démocratique et mettre un Sisi à la tête de tout le pays. Donc ça ne veut rien dire tout ça. Si, parce qu'il y a la géostratégie qui est imposée. Parce que regardez, les Américains n'ont pas de diplomatie, n'ont pas de politique étrangère, comme disait Kissinger. Ils ont une politique intérieure. C'est-à-dire, selon le rapport de force qui s'opère à l'intérieur de l'administration américaine, que la politique étrangère se déploie. Cette initiative, et c'est le kit, on s'en appelle le produit qui est vendu à Alger, est très nocif pour l'Algérie à long terme. Il est très très dangereux pour la cohésion du pays, parce que les Américains ils visent très très loin. Je cite juste un exemple où John McCain, durant la campagne présidentielle contre Obama, il a dit oui, nous avons perdu 3000 personnes le 11 septembre. C'est un malheur éphémère pour un bonheur éternel, puisque nous allons rester 100 ans au Moyen-Orient et nous allons maîtriser tous les approvisionnements énergétiques pour notre pays. Donc les Américains, dans ce sens, ils visent très 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 loin. Contrairement au régime, il suffit juste de trouver un protecteur de circonstances pour se mettre à l'abri. Et donc les Américains, ils savent que vous l'avez bien mentionné au début, pourquoi les Américains ont fermé les yeux sur tous les massacres qui s'est passé en Algérie, alors qu'ils avaient tous les rapports et toutes les conclusions de ce qui s'est passé en Algérie par ce terrorisme, je dirais, totalement produit. On appelle ça, les Américains, ils avaient le terrorisme manufacturé. Mais pourquoi? Parce que les Algériens, les régimes algériens, a placé tout sa caisse dans le bon de trésor américain, au lieu d'opter pour un fonds souverain. Et donc, il a acheté quelque sorte, a acheté la diplomatie américaine. Mais maintenant, le rapport de force, il s'opère autrement, avec un nouveau paradigme sécuritaire. Ce n'est plus la guerre globale contre le terrorisme invoquée par Condoleezza Rice, avec toute l'équipe, Daniel, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, et toute cette clique. Mais restez avec nous, Jafar, je reviendrai avec vous dans un instant pour vous demander ce que sera ce nouveau paradigme sécuritaire américain, notamment pour ce qui est de l'Algérie. Et je reçois à présent Zoher Ruiz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci. Alors, avant de vous poser une question, j'aimerais vous lire un autre passage de ce qu'a dit M. Msehel. Vous savez, son discours devrait rentrer dans l'histoire, je vous assure, franchement. C'est dans l'histoire de la langue de bois. Écoutez. Pour être efficace, cette lutte doit être impérativement respectueuse de l'état de droit, des droits de l'homme et de la démocratie. Et plus loin, en citant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a déclaré « J'appartiens à l'école démocratique ». C'est Bouteflika qui a dit ça. « J'appartiens à l'école démocratique ». Alors, M. Msehel dit, parlons de président Bouteflika, cet attachement à la démocratie a marqué les multiples initiatives politiques autant que les ambitieux programmes institutionnels et socio-économiques
qu'il a lancé depuis son élection à la magistrature suprême. Fin de citation. Ruiz Zoher, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que comme d'habitude, en fait, le régime, par la voix de ses supporters, se raconte une histoire, il y croit fort. Et là, dans la séquence que vous décrivez dans cette émission, nous avons un élément supplémentaire, c'est un partenaire étranger qui écoute cette histoire-là, tout en sachant que ce ne sont que des histoires, et lui-même fait semblant d'y croire. Lorsque M. Sahel dit qu'il faut respecter les droits de l'homme, il ne fait en réalité que répéter ce que dit le secrétaire d'État américain adjoint Malinowski, lorsqu'il dit qu'il faut trouver un nouvel équilibre entre les droits de l'homme et la sécurité. Donc M. Sahel, en fait, répète ce que vient lui intimer le secrétaire d'État adjoint américain. Voilà, c'est la réalité, mais ce ne sont que des histoires, ce sont des mots. Ça a été dit tout à l'heure par vos invités notamment. Personne n'est au courant de ce qu'ils se racontent entre eux, tout le monde s'en fout. Les Algériens n'en cure de cet atelier, cette conférence, à l'extérieur aussi. Voilà, on essaye de poser un cadre où les acteurs font semblant de croire à finalement à l'histoire qu'ils racontent. Mais tout ça rentre dans un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Le dernier intervenant l'a expliqué. En réalité, l'Algérie donne des gages aux Américains notamment pour qu'effectivement ils puissent avoir les mains libres, notamment sur la partie sécuritaire, aux frontières est du pays, dans le sud, le Sahel. Et puis les partenaires étrangers, ceux qui soutiennent ce régime dictatorial, corrompu, qui est en train d'étouffer toute une population, ces soutiens, la France notamment et les États-Unis, ils trouvent leur intérêt. Et c'est tout. C'est-à-dire que l'histoire est assez simple finalement. C'est celle-là. Tout le monde sait que ce régime étouffe la population, que ce régime n'est pas le meilleur vecteur ou acteur pour respecter les droits de l'homme, la démocratie, permettre aux jeunes de respirer et donc de ne pas sombrer dans le terrorisme. Tout le monde sait que c'est ce régime qui est à l'origine de tout cela, mais tout le monde fait croire que ce régime est un rempart, etc. Et aujourd'hui, on vient voir l'Algérie parce que c'est un exemple, nous dit-on, en termes de lutte contre le terrorisme, mais on ne vient pas voir l'Algérie parce qu'elle serait, elle, un exemple de respect des droits de l'homme, d'équilibre entre les droits de l'homme et la sécurité, de respect de la démocratie, etc. Ce n'est pas pour ça qu'on vient la voir. En réalité, finalement, on vient la voir pour sa capacité de coercition de sa propre population, sa capacité à étouffer ses jeunes et finalement sa capacité à en faire des bombes humaines qui peuvent exploser en Algérie comme ailleurs. Mais donc justement, Zoher Ruiz, alors deux questions en une. D'abord, vous dites vous-même et Yahya Bonouar aussi que personne n'y croit, ni à l'étranger, ni le peuple algérien. Donc ce discours qu'il prononce, il le prononce pour qui? Puisque personne n'y croit, ils le disent pour qui? Pourquoi? Et ensuite, vous venez de dire très bien qu'ils sont en train, avec leur système, je n'ose même pas dire politique, leur système mafiocrate, ils sont en train de produire eux-mêmes des bombes qui vont exploser demain au milieu de tout le monde. Ça veut dire quoi cette histoire? Non seulement ce régime est en train de déployer un discours qui n'est entendu par personne, pas même par leurs propres partenaires, par leurs propres commanditaires, mais de l'autre côté, ils savent très bien qu'ils sont en train de produire de la violence terroriste, de la violence tout court, à court terme, ça ne saurait tarder d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas démocrates, parce que ce n'est pas un état de droit. Pourquoi alors disent-ils le contraire? À qui c'est destiné tout ça? C'est de la cuisine entre eux. En réalité, ils se racontent ce type d'histoire. D'abord, il faut que les Américains, parce que les Américains, comme les Français, je cite ces deux pays qui sont des partenaires forts et qui sont quand je dis partenaires, c'est-à-dire des soutiens forts à ce régime, je les cite parce que ces deux-là, d'abord, dans leur propre pays, ce sont des États de droit, et donc il y a une démocratie et il y a une population qui a plus ou moins son mot à dire. Donc,
cette population, il faut lui donner des éléments de compréhension au cas où elle voudrait essayer de comprendre pourquoi les États-Unis ou la France soutiendraient ce que nous dénonçons comme étant une dictature en Algérie. Et donc, il faut expliquer, il faut montrer aux populations donc américaines, françaises et autres que non, nous sommes en soutien de l'Algérie parce que c'est un partenaire fort contre le terrorisme, etc., et qu'elle trouve un équilibre entre les droits de l'homme et la sécurité, etc. Voilà à quoi sert ce type de discours. Et puis, ça donne aussi une couverture, j'allais dire légale, à des relations qui sont en train de s'établir sur la base de ces intérêts mutuels, non pas entre États, mais entre un régime et des États, parce que les Américains comme les Français, ça a été dit par le dernier invité, Samir, il me semble, ou Sami, pardon, qui disait que ces pays-là, les Américains, ont des intérêts propres. Ils le font. Ce n'est pas les intérêts de l'administration américaine pris individuellement, les personnages pris individuellement, ce sont les intérêts d'un État. Et donc, eux ont des intérêts, ils défendent des intérêts de leur propre État. Et en face, vous avez un régime qui défend les intérêts de son personnel politique. Voilà à quoi sert, pourquoi il se raconte ce type d'histoire. Donc, mais il semble aussi, excusez-moi de vous interrompre, Zoher Rouis, vous suscitez une question très intéressante. Il semble en plus qu'en plus des intérêts d'État, de ces grandes raisons d'État qui vont s'agiter, ces gens qui n'ont pas d'état d'âme, hein, qui considèrent que l'Algérie est une portion qui leur revient de droit, mais il semble aussi qu'il y ait des intérêts particuliers par le biais, le régime a trouvé la panacée, par le biais des financements occultes de certaines campagnes électorales, par le biais de certains contrats offerts gracieusement sous la table, y compris à de très grands responsables sécuritaires occidentaux, à leurs filles, à leurs enfants, à leurs cousins, aux grandes entreprises qui leur filent des commissions pour leur ramener de gros contrats. Il semble aussi qu'ils utilisent aussi la carte de la corruption individuelle. C'est possible, c'est ce qu'il se dit, mais le régime algérien, les supporters du régime, ceux qui composent ce régime, le personnel politique qui dirige le pays, ceux-là ont tout intérêt, en effet, à ce que telle ou telle majorité d'un pays, les éléments de cette majorité-là, puissent continuer à les soutenir. Donc ils vont, après avoir corrompu les âmes en Algérie, évidemment, qui peut penser qu'ils ne font pas de même avec des partenaires étrangers, mais néanmoins, je reste convaincu que malgré la corruption qui pourrait exister pour soutenir la campagne de tel ou tel, etc., financer, nous dit-on, la fondation de tel ou tel futur candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis, etc., il n'en demeure pas moins que ces personnes-là, une fois élues, ces hommes et ces femmes d'État, une fois élus, dans ces pays démocratiques, ne recherchent que les intérêts de leur pays, finalement. Restez avec nous, Zoher Rouis. Un dernier tour pour faire des commentaires sur les commentaires. Yahya Bonouar, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce qui a été dit? Je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Rouis. C'est très intéressant dans le sens où il est clair maintenant que les Occidentaux défendent les intérêts de leur pays et ceux d'en face, c'est-à-dire les nôtres, en ce qui nous concerne l'Algérie, cherchent à servir les intérêts de ces pays pour qu'on les accepte. Donc on a deux partenaires en face. L'un défend ses intérêts et l'autre cherche à lui donner ses intérêts pour qu'il dise qu'il est bien. Autrement dit, on a l'un qui défend ses intérêts et l'autre qui se prostitue et qui ne défend pas du tout ses intérêts puisqu'il cherche les intérêts de celui qui est en face. Tiens, je te donne tout, juste tu dis que je suis bien. Ces gens-là... Enfin, lui, il n'a rien à perdre. Comme on dit nous en arabe, lui, c'est pas ses propres biens qu'il est en train de prostituer, ce sont ceux du peuple algérien. Oui, moi je parle des intérêts du peuple algérien. Et donc on a des gens, excusez-moi, mais en politique on appelle ça de la trahison, des gens qui trahissent les intérêts du peuple algérien, qui les remettent
entre les mains des adversaires, des partenaires, des rivaux, appelez-les comme vous voulez, juste pour qu'ils leur disent vous restez en place. Donnez-nous encore un peu. C'est-à-dire qu'ils vendent tout ce que le peuple algérien a. Ces gens-là sont capables de le donner à ceux d'en face, juste pour qu'ils les approuvent. Et ils leur disent, OK, vous êtes bien, vous restez. Oui, oui, vous êtes des démocrates. Oui, oui, vous combattez le terrorisme, alors que personne n'y croit. Encore, donnez encore. Mais vous donnez quoi? Vous donnez la richesse de votre pays, vous donnez la richesse de votre peuple, juste pour que vous restiez en place. Pourquoi moi je vais venir vous dire de partir si vous me donnez tout ça? Restez et donnez encore. Mais ça, d'un côté, ils défendent les intérêts de leur pays et l'argent qu'ils prennent en Algérie, ils vont le distribuer à leur peuple. Et de l'autre, c'est de la trahison. Ces gens-là trahissent leur propre pays pour rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus au pouvoir. Il y a même des dictateurs comme celui de Syrie, comme Kadhafi, comme d'autres, qui ont détruit leur propre pays juste pour rester au pouvoir 3-4 ans de plus. En Algérie, on a un homme, une photo, qui aurait dû partir, mais juste pour rester encore 3, 4, 5 ans au pouvoir, il est capable de détruire son pays. On a des gens qui sont totalement irresponsables devant l'histoire et devant leur peuple. Pour rester encore 5 minutes président, ils sont prêts à massacrer la moitié de leur peuple. Ils sont prêts à le vendre à l'étranger juste pour rester encore 5 minutes président. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Oui, en effet. C'est dramatique. Ouais. C'est dramatique. Merci. Oui, un dernier mot, Yahya. Oui, et en face, vous avez des animaux froids qui réfléchissent, qui mettent en place des plans et qui, s'ils peuvent prendre 1 centime pour le donner à leur peuple, ils vont aller le chercher. Et c'est normal et ils ont le droit et je leur tire chapeau, ils défendent les intérêts de leur peuple. Mais malheureusement, que voulez-vous que je vous dise? Voilà la situation dans laquelle est non seulement l'Algérie, mais l'ensemble de la région, l'ensemble du Moyen-Orient est dirigé par des dictateurs qui, pour rester 5 minutes de plus au pouvoir, peuvent mettre leur pays à feu et à sang. Et c'est le cas dans plusieurs pays, Irak, Syrie, Yémen, Libye, etc., etc. Voilà. Merci Yahya Bonouar. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens à Sami Dziri. Vous nous parlez tout à l'heure d'un nouveau paradigme sécuritaire des États-Unis. Ça veut dire quoi en termes clairs? En termes clairs, ça s'appelle la stratégie soft power de l'équation entre l'équilibre démocratique, l'équilibre démocratie et droits de l'homme. Je m'explique. Juste 5 minutes, Jamaldine. Oui. Les Américains, la conception française, c'est qu'elle déploie la map monde, la carte géographique, et elle colore les pays selon les intérêts plus et de suite. Les Américains, ils n'ont pas cette conception. Ils ont un cercle. Dans le premier cercle, par exemple, vous trouvez 3 pays, pas plus. Allô? Oui, oui, on vous écoute, Sami. Donc, vous trouvez 3 pays. Le premier pays, c'est Israël, la Grande-Bretagne et l'Arabie Saoudite. Chacun avec des critères d'approche avec les Américains et avec leur stratégie. Et deuxième cercle, vous pouvez trouver des pays européens comme la France, comme beaucoup de choses. L'Algérie, elle est classée où? Elle est classée comme ponctuelle. C'est-à-dire, souvenez-vous de l'affaire BRC et l'éventuel transfert de l'Africa Commande de l'Allemagne en Algérie et qu'il a été abandonné. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'est pas considérée comme un partenaire fiable, un partenaire stable. Et donc, c'est un partenaire ponctuel. Souvenez-vous ce qu'il vient de dire votre Yahya Bonouar. Moi, j'ajouterai plus. La plus grande réponse a été donnée par Bouteflika lui-même à la rencontre avec John Kerry, quand il lui disait « nous vous avons tout donné. Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» Souvenez-vous de cette phrase. Elle existe. Vous allez sur YouTube et ainsi de suite. C'est Bouteflika qui a dit ça? Ce nouveau paradigme, il s'est déployé en Afrique du Nord pour une politique de contentment, c'est-à-dire endiguer le problème libyen. L'année prochaine, il y aura beaucoup de choses à faire en Libye par les Américains, parce que les Européens, ils sont pas unis dans la même conception dans le problème libyen qui commence à prendre de l'ampleur. Mais le paradigme, Sami Dziri,
Est-ce que, je ne comprends pas, ça veut dire, comment dire, une sorte d'harmonisation entre le sécuritaire, il y aura donc plus de tout sécuritaire, entre le sécuritaire et une façade démocratique. Justement, comment avec un tel régime, comment pourrait-il faire? Un tel régime ne peut pas faire semblant. Quand il fait semblant, c'est grossièrement, en nous ramenant une APN comme celle que nous avons, en nous ramenant un conseil constitutionnel avec Meddelsi. Ça veut dire que c'est cousu de fil blanc, j'allais dire c'est cousu de cordes fluo, de haubans. Le régime n'arrive pas à produire une génération alternative à son propre système. Et c'est pour ça que la Rand Corporation parle de uncontrolled storm, ça veut dire la tempête incontrôlée. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas d'alternative, et donc il peut y avoir quelque chose. Les Américains, ils ont peur de ça, ils ont vraiment peur parce qu'ils voient de plus en plus des pays qui sortent de la tutelle américaine, comme il l'a fait Erdogan récemment avec la visite à Moscou, comme il l'a fait, comment il s'appelle, le président philippin, qui vient d'insulter dans un discours Obama. Il l'a cité en nom, il l'a insulté avec des gros mots. Et donc les Américains, le leadership américain... Il s'est excusé après, hein. Il s'est excusé après. Il s'est même excusé platement. Il l'a fait, le message est passé. Oui. Et puis vous avez aussi des pays en Amérique latine qui peuvent contester aussi. Et puis les Américains ont du mal à renouveler les contrats de leurs bases américaines en Ouzbékistan, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan. Et donc, parce que le rapport de force avec la Russie prend de l'ampleur aussi. Ils ont peur que ce rapport de force aussi touche aussi le monde arabe. Parce que la population arabe était admirative devant Poutine, il faut le dire. Et elle était admirative devant Erdogan. Et donc, il est fort possible que les Américains ils sont obligés à ces régimes de se renouveler, le personnel politique se renouvelle, ou sinon il doit disparaître. C'est ça le message qui a été donné par quand vous dites, Sami Djeri, quand vous dites et l'exclusion de la jeunesse de l'espace politique. Sami Djeri, quand vous dites les opinions publiques arabes sont admiratives devant Poutine, on peut être admiratif devant un des bouchers du peuple syrien? Malheureusement, c'est que la géostratégie l'emporte sur les politiques locales. Malheureusement. Mais il s'agit d'opinions publiques. Les opinions publiques, ce n'est pas stratégique. Les opinions publiques ont des états d'âme. Ce n'est pas comme les faiseurs d'opinion ou les grands dirigeants qui n'ont pas d'état d'âme. En l'occurrence, quand vous dites opinion publique qui admire Poutine, moi je suis un peu choqué. J'avoue. Malheureusement, je ne parle pas de l'opinion publique. Nous voyons la classe politique qui peut émerger. Et puis, il y a des alliances qui peuvent s'opérer. Parce que quand vous émergez dans un espace géostratégique, vous êtes condamné à faire des alliances. Quitte avec des gens qui ne sont pas toujours respectueux des droits de l'homme et de la dignité humaine. Malheureusement. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Sami Djeri. Je reviens à Zoher Ruiz. Zoher Ruiz, un commentaire de ce qui a été dit. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Vous avez le... Oui, je vous en prie. J'ai plusieurs réserves sur ce qui a été dit. Je ne suis pas, mais l'avenir nous le dira, je ne suis pas aussi optimiste que votre invité quand il nous dit que les sociétés dictatoriales ou les États dictatoriaux comme l'Algérie sont obligés d'ouvrir pour la société civile et que les partenaires étrangers de ces régimes leur intiment en somme l'ordre d'ouvrir les sociétés civiles. Je pense que les États étrangers ont bien compris qu'à partir du moment où il peut y avoir une démocratie, un État de droit, notamment en Algérie, c'est une nouvelle génération qui va arriver au pouvoir et les relations ne seront plus basées sur des rapports humains, sur la corruption, sur les intérêts personnels, mais ils seront basés sur les intérêts d'État, en principe, comme de la même manière que des États étrangers défendent les intérêts de leur pays. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus ce type d'arrangement un peu entre amis qui consiste à
ouvrir ici une base militaire sans le dire, laisser passer des contrats, laisser placer par exemple de l'argent, comme ça a été dit tout à l'heure et c'est la vérité, en bons du trésor américain pour faire travailler l'économie américaine et résorber le chômage américain au lieu de faire travailler l'économie algérienne. Il n'y aura plus ce type d'arrangement. Donc pour ces raisons-là, je ne suis pas sûr qu'on est en train d'intimer l'ordre à l'Algérie par exemple, d'ouvrir l'espace pour la société civile et donc pour la jeunesse et donc pour l'émergence d'une nouvelle classe politique qui corresponde à l'ambition de la génération qui aujourd'hui a 30 ans, 40 ans, 50 ans en Algérie. Alors, donc j'ai ce type de réserve par rapport à ce qui a été dit. Néanmoins, l'avenir nous le dira, on verra bien. Les Américains, comme les autres pays, restent sur de grandes lignes, sur des lames de fond en termes de stratégie et d'intérêt pour leur pays. Et je ne suis pas sûr. Et puis, on l'a vu en Égypte, on l'a vu ailleurs, mais l'exemple de l'Égypte est édifiant à ce sujet. Il reste des Américains, notamment les protecteurs, finalement, des dictatures et des dictateurs, comme on le voit en Égypte. Voilà un peu ce que j'ai... Mais Zoher Rouez, face à cette incroyable outrance, je suis désolé d'utiliser beaucoup le mot outrance ces derniers jours, mais c'est le mot qui me vient automatiquement en tête. C'est incroyable. Je crois que ce qui distingue le plus ce régime, c'est l'outrance, justement. Face à cette outrance de ce régime, qui ne se gêne pas pour nous parler d'état de droit, de démocratie, qui se veut l'archétype de cet état de droit et de cette démocratie, pourquoi des partis comme le vôtre, et d'une manière générale les partis de l'opposition, ou dits de l'opposition, ne se manifestent-ils pas pour dénoncer cette outrance, justement? Il ne faut ni désespérer de la classe politique algérienne, celle de l'opposition sincère, ni trop en attendre d'elle. Je m'explique. Il ne faut pas désespérer d'elle parce que nous sommes sur des évolutions qui, par nature, vont induire des changements. Il y a d'abord des changements générationnels, il y a l'ouverture vers le monde, il y a Internet, etc. Donc petit à petit, la société algérienne est en train de muter. Elle évolue nettement plus vite, d'ailleurs, que le régime, en tout cas la génération qui est au pouvoir. Et de cette manière, elle bouscule un certain nombre de choses établies, et elle finira d'une manière ou d'une autre par emporter ce régime. Le rôle de l'opposition est de faire en sorte que les choses se passent dans un cadre ordonné, calme, etc. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas en attendre, donc ça c'est ne pas désespérer, il ne faut pas en attendre trop parce qu'il faut aussi que la société algérienne porte l'ambition, on va dire, et les principes que défend l'opposition algérienne. La pérennité du pays, la démocratisation du pays, le respect des droits de l'homme ne doivent pas, comme combat d'une société, ne doivent pas incomber uniquement à des partis politiques, à leurs présidents et à leurs militants. Ils doivent incomber à toute une société. Donc les partis politiques doivent porter, ils ont une responsabilité, ils doivent porter cela, mais ils doivent être eux-mêmes portés par une société, et c'est tout le travail que font, je suppose, les partis, mais je ne vais parler que du mien de Gilles Jadid, c'est tout le travail que nous faisons, parce que je rappelle, nous avons une poignée d'années d'existence, hein, donc on vient à peine de fêter nos 5 ans d'existence, et c'est tout le travail de proximité que nous faisons, parce que nous savons de toute façon qu'il adviendra, ce changement adviendra au niveau du régime, c'est juste que c'est une question de temps, d'évolution, aussi, et puis il y aura à un moment donné un moment précis. Merci. Zoher Rouez, excusez-moi de vous interrompre, nous arrivons à la fin de l'émission. Je voudrais, en guise de conclusion, lire encore une des phrases de M. Sahel, qui nous dit « La nouvelle constitution algérienne, la toute récente là, engage l'État à assurer la transparence et la crédibilité des élections. » Rien que ça. Salam alaikum, qawala khair, salama.